Yop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet tech un peu différent mais qui intéresse beaucoup de personnes et moi le premier, à savoir le Bitcoin. En effet, le Bitcoin c'est la crypto-monnaie la plus connue, ce n'est pas la seule puisqu'on compte à peu près 9000 crypto-monnaies en circulation aujourd'hui, mais c'est celle dont on entend le plus parler. Et d'ailleurs on comprend pourquoi puisque début 2021, le Bitcoin a atteint le prix de 40 000 $. Malgré tout ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ce qu'est le Bitcoin et pourtant ces mêmes personnes veulent investir dedans. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de l'expliquer simplement pour vous donner déjà l'essentiel des informations qui vous permettront d'avoir une idée assez concrète de ce que c'est. Pour que l'explication soit parfaitement claire et cohérente, on va avancer en 4 étapes. Première étape, c'est quoi une crypto-monnaie? Deuxième étape, comment est né le Bitcoin? Troisième étape, quel est le rapport entre Bitcoin et blockchain? Quatrième étape, comment acheter du Bitcoin? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui ne possède pas de représentation physique et qui n'est garantie ni par l'État ni par une autorité financière officielle. Étant donné que l'État ne reconnaît pas cette monnaie, il ne reconnaît pas donc la valeur de cette monnaie et par conséquent, la valeur de cette monnaie, elle est déterminée non pas par une autorité, mais par la simple balance entre l'offre et la demande. Si la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. Alors, une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, mais toutes les monnaies virtuelles ne sont pas des crypto-monnaies. Par exemple, si vous jouez à World of Warcraft, il y a bien une monnaie virtuelle dans le jeu, mais ce n'est pas pour autant une crypto-monnaie. Ensuite, il faut absolument faire la différence entre la monnaie virtuelle et la monnaie électronique. La monnaie virtuelle, on vient de la définir. Elle n'est pas physique et elle n'est pas régulée par l'État ou une autorité financière officielle. En revanche, la monnaie électronique, certes, elle n'est pas physique, mais elle est régulée par l'État puisqu'elle se base sur la monnaie étatique. Et typiquement, si on prend l'exemple d'une carte bleue, dans une carte bleue, c'est de la monnaie électronique. Et plus précisément, c'est des unités électroniques qui sont assises sur une monnaie officielle, celle de l'État. En fait, pour pouvoir être qualifié de crypto-monnaie, il faut que la monnaie réponde à 3 conditions cumulatives. Premièrement, la monnaie doit être échangeable, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir acheter de la crypto-monnaie avec de la monnaie d'État. Donc il faut que je puisse par exemple acheter de la crypto-monnaie avec ma carte bleue puisque ma carte bleue est reliée à mon compte bancaire qui est en euros et l'euro est une monnaie d'État. Deuxième condition, il faut que la monnaie soit non régulée par une autorité financière. Ça veut dire que cette monnaie ne doit pas être émise ni régulée par une entité centrale mais qu'elle doit être basée sur un réseau informatique totalement décentralisé. C'est ce qu'on appelle le peer-to-peer, c'est-à-dire un réseau où différentes personnes échangent directement entre elles et où l'information est répartie et stockée sur l'ensemble du réseau. Dernière condition, la monnaie doit être sécurisée, c'est-à-dire qu'elle doit émerger à la base d'un processus informatique qui est complexe. Si demain une monnaie émerge et qu'elle provient d'un processus informatique simple, elle n'est pas sécurisée. Parce qu'en effet, ce qui va permettre à une monnaie d'être sécurisée, c'est le fait que son architecture va être complexe. Ainsi, pour pouvoir poser les bases et être sûr que vous avez bien compris, on va faire un petit rappel de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle. En revanche, toutes les monnaies virtuelles ne sont pas des crypto-monnaies. Et pour pouvoir être qualifié de crypto-monnaie, il faut remplir les 3 conditions qu'on vient de voir. C'est le cas du Bitcoin, donc c'est bien une crypto-monnaie. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque crypto-monnaie est adossée à un projet particulier. C'est donc pas une monnaie qui sort de nulle part pour le plaisir d'une personne qui s'est dit tiens ce matin je vais créer une monnaie alternative et hop j'ai créé ma crypto-monnaie. Ça marche pas comme ça. En fait, chaque crypto-monnaie elle vient refléter un travail en particulier et ce travail il est adossé à un projet. Et chaque crypto-monnaie dispose de ce qu'on appelle un white paper qui est similaire à ce qu'on a dans la finance traditionnelle et qu'on appelle un prospectus qui va servir à décrire le fonctionnement de la crypto-monnaie et ses enjeux, c'est-à-dire grosso modo pourquoi elle a été créée et à quoi elle sert. Mais également, dans le white paper, on va avoir l'équipe qui est derrière cette crypto-monnaie. Parce qu'en général, oui, derrière une crypto-monnaie, c'est toute une équipe d'ingénieurs, c'est pas un seul gars qui se réveille un matin et qui décide de la créer. Et donc, ce white paper permet de donner un premier niveau d'information, puisqu'on évalue si selon nous, la monnaie a de l'avenir ou non, et si on souhaite investir dedans. Et pour pouvoir avoir accès à ce white paper, il y a 2 façons de faire. Soit vous tapez le nom de la crypto-monnaie sur Google avec white paper à la fin, ou soit vous allez directement sur le site de la crypto-monnaie en question et en général sur le site il y a le white paper. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de créer le Bitcoin n'est pas sortie de nulle part. Personne ne s'est réveillé un jour en se disant tiens si je crée une crypto-monnaie que j'appellerai le Bitcoin.
En fait, tout simplement, le Bitcoin, c'est une amélioration du concept de bimonnaie qui avait été imaginé par Wei Dai en 1999 et de BitGold décrit en 2005 par Nick Szabo. Dès cette époque, le but, c'était de résoudre un problème crucial, c'est-à-dire celui du modèle de confiance dans les transactions. Le modèle de confiance, c'est un modèle dans lequel les échanges seraient décentralisés. Typiquement, si on prend un exemple dans la vie de tous les jours pour vous et pour moi, si on fait un virement à quelqu'un, la transaction est centralisée puisqu'elle passe par un intermédiaire qui est la banque qui va venir centraliser les flux. Et le modèle de confiance, c'est tout l'inverse. C'est un modèle décentralisé, c'est-à-dire que si demain je veux émettre un virement à une personne, je peux lui émettre en direct sans passer par un intermédiaire. Dans le projet Bimonnaie, cette décentralisation se faisait via des serveurs qui étaient supposés verser un dépôt de garantie selon un mécanisme qui était peu explicite. Le problème de Bimonnaie, c'est que le projet était encore à l'étape de brouillon. On savait ce qu'on voulait faire, mais on n'avait pas encore déterminé tous les moyens pour le faire. C'est pour ça que le projet BitGold s'est engouffré dans cette brèche, que Nick Szabo a proposé de mettre en œuvre une chaîne de calcul opérée directement par les serveurs afin de vérifier premièrement la véracité de la transaction et deuxièmement la présence des fonds. Malheureusement, là encore, il y avait une limite puisque Nick Szabo ne proposait en fait d'utiliser qu'une seule majorité d'adresses pour établir la légitimité d'une chaîne de transactions, ce qui laissait persister un problème, à savoir le contrôle du nombre des adresses. Je sais que c'est un petit peu complexe, je vous laisse un petit peu de documentation dans la description si vous voulez y jeter un œil, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. De toute façon, c'est pas important pour comprendre le fonctionnement du Bitcoin, mais ça permet simplement de recontextualiser sa naissance. Et donc, après l'échec de BitGold, c'est ensuite qu'un certain Satoshi Nakamoto apparaît. En 2008, il publie un document sur une liste de diffusion décrivant la monnaie virtuelle, qui est le Bitcoin, qui est censé être une amélioration donc, du concept de bimonnaie et de BitGold. En février 2009, ça devient concret puisqu'il diffuse une annonce concernant son travail sur le site Peer-to-Peer Foundation. Mais il ne fait pas que ça puisqu'en plus de diffuser son annonce, il diffuse la première version du logiciel Bitcoin. Il met à contribution son propre ordinateur et engendre ainsi les premiers Bitcoins. Avec d'autres développeurs, Nakamoto continue l'implémentation du logiciel et de sa version Bitcoin Qt jusqu'en 2010. Si on connaît bien l'identité des deux ingénieurs qui ont créé Bimonnaie et BitGold, pour le coup, Satoshi Nakamoto, on ne sait absolument pas qui c'est. Son nom pourrait évoquer une personne d'origine asiatique et notamment japonaise. Pourtant, il ne s'agit que d'un pseudonyme. Alors je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est que personne aujourd'hui ne sait qui est Satoshi Nakamoto. Certaines personnes d'ailleurs ont revendiqué être cette personne mais n'ont apporté aucune preuve tangible, donc on est au même stade. On ne sait pas qui c'est, mais une chose est sûre, il était très calé en informatique, c'est indéniable qu'il s'agissait de quelqu'un de très brillant. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui est échangée via la blockchain. Il faut déjà bien faire la distinction entre ces deux notions qui sont souvent confondues mais radicalement différentes. En fait, la blockchain, c'est une technologie et le Bitcoin, c'est un moyen d'utiliser cette technologie. La blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Le but est donc d'éviter le recours à un tiers. C'est donc une technologie qui a été créée pour résoudre un problème, celui de recourir à une personne tierce pour valider une transaction. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, dans le système traditionnel, si X souhaite faire un virement à Y, la banque de X va servir d'intermédiaire pour vérifier l'existence des fonds sur le compte, puis envoyer les fonds à la banque de Y qui va ensuite le créditer sur le compte de Y. Ainsi, la blockchain doit être visualisée comme un ensemble de personnes qu'on appelle des nœuds qui forment un réseau. Ils sont tous liés les uns les autres et disposent tous d'un registre sur lequel sont répertoriées toutes les transactions passées et celles qui ont été annoncées comme à venir. Ainsi, si on imagine un réseau avec 12 personnes, il y a ce qu'on appelle 12 nœuds. Maintenant, imaginons que la personne numéro 4 souhaite envoyer un bitcoin à la personne numéro 12. Dans ce cas, les autres personnes vont vérifier dans leur registre que le numéro 4 dispose bien de la somme nécessaire sur son compte. Si c'est le cas, la transaction est validée et chaque nœud du réseau va écrire cette transaction dans son propre registre, ce qui permettra de mettre tous les registres à jour. Imaginons maintenant que le numéro 12 se manifeste en disant que sur son registre à lui, il était indiqué que le numéro 4 lui a envoyé 2 bitcoins et non pas 1 bitcoin. Alors dans ce cas, tous les autres membres du réseau vont vérifier sur leur propre registre et constater que cela est faux. Ainsi, l'avantage d'avoir plusieurs membres dans le réseau est donc de pouvoir éviter les tricheries.
Bien sûr, les vérifications des transactions qui sont effectuées par les membres du réseau ne sont pas traitées manuellement. En fait, c'est leur PC qui utilise sa puissance de calcul pour vérifier les transactions. Ensuite, dans la blockchain, lorsqu'il existe plusieurs transactions, celles-ci vont être rassemblées pour former des blocs. Donc, dans un bloc, on a un ensemble de transactions et au fur et à mesure du temps, ce nombre de blocs augmente. Puis, une fois qu'on a plusieurs blocs, ces blocs sont numérotés du plus ancien au plus récent et forment une chaîne, d'où le nom de blockchain. Chaque bloc est caractérisé par ce qu'on appelle un hash qui permet d'identifier ce bloc. Le hash, c'est une fonction mathématique qui permet de donner à un bloc une certaine identité avec une combinaison de caractères. C'est comme pour nous une carte d'identité en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des cartes d'identité. Le bloc, lui, il a un hash qui lui est spécifique. Étant spécifique, il ne peut pas y avoir deux blocs qui ont le même hash. Comme on vient de le dire, le hash va donner au bloc une identité spécifique. Et c'est cette identité spécifique qui va permettre de sécuriser la transaction. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec les 12 personnes du réseau. Si le numéro 12 dit que le numéro 4 lui a envoyé non pas 1 mais 2 bitcoins, les autres membres du réseau vont vérifier le hash de la transaction et constater qu'il est différent du hash que eux détiennent et pourront ainsi conclure qu'il y a eu une modification de la transaction par le numéro 12 et donc que celle-ci est irrégulière. Alors oui, tout à l'heure je vous ai dit que les personnes du réseau pouvaient vérifier l'authenticité de la transaction entre la personne 12 et la personne 4 grâce au registre. Mais en fait, le hash, c'est une fonction supplémentaire qui va permettre de sécuriser encore plus la transaction. Donc pour s'assurer que la transaction est correcte, certes, les personnes du réseau vont checker à la fois le registre, mais ils vont aussi checker le hash. D'ailleurs, le registre et le hash ne sont pas les seules choses qui permettent de sécuriser la transaction. En réalité, chaque transaction doit être signée par l'émetteur de celle-ci pour pouvoir être validée. Si on reprend toujours notre exemple, le numéro 4, quand il va vouloir envoyer un bitcoin au numéro 12, il va devoir signer la transaction. La signature, elle va se faire au moyen d'une clé privée que seul l'émetteur détient et qui va permettre de chiffrer la transaction. Dès lors, pour que la transaction se fasse, il faut que les autres membres du réseau puissent vérifier sa régularité. Et pour ce faire, ils vont utiliser une clé publique qui est présente sur le réseau et qui va permettre de déchiffrer la clé privée de l'émetteur. Ils verront donc que numéro 4 a envoyé un bitcoin à numéro 12. Ils iront donc, comme on l'a dit, vérifier que 4 dispose bien de 1 bitcoin sur son compte. Puis, une fois que cela sera fait, ils accepteront la transaction et tout le monde mettra son registre à jour avec la transaction effectuée. Donc, si vous avez bien compris cette explication, vous comprenez que la blockchain, c'est une technologie et le bitcoin, c'est un moyen d'utiliser cette technologie. Ça veut donc dire que la blockchain peut très bien exister sans le bitcoin, mais que le bitcoin, lui, ne peut pas exister sans la blockchain. Avant toute chose, acheter du bitcoin n'est pas quelque chose d'anodin. Comme tout placement financier, il faut savoir que cela comporte des risques, d'autant plus que les crypto-monnaies sont très volatiles. Donc si vous voulez investir, il faut que vous soyez conscient que vous pouvez tout perdre, donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Du coup, pour acheter du bitcoin, en fait, c'est assez simple. Premièrement, il faut être majeur et si vous ne l'êtes pas, il faut que la transaction soit réalisée par votre représentant légal, en général vos parents. Deuxièmement, il suffit de se rendre sur des plateformes d'achat comme Coinbase, Kraken ou Binance et d'utiliser soit sa carte bleue, soit son compte bancaire pour pouvoir créditer son compte et passer un ordre pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on fait sur chaque plateforme parce que premièrement les plateformes que je viens de citer là c'est juste à titre d'exemple. Il existe énormément de plateformes donc je vous laisse vous-même aller faire vos propres recherches. Ensuite, une fois que vous avez choisi la plateforme qui vous convient le mieux, en général sur cette même plateforme il existe des tutoriels qui vous expliquent comment investir. Ma recommandation personnellement, c'est que si vous y connaissez absolument rien, allez vers les plateformes grand public. Alors certes, ce sont des plateformes qui vont avoir des frais assez élevés comme Coinbase par exemple, mais en soi, le fonctionnement, il est très simple et le service client est très réactif. Et voilà, quand je vous dis ça, encore une fois, je ne suis pas du tout sponsorisé par Coinbase pour le faire, c'est juste que moi personnellement, j'utilise aussi Coinbase, pas que, mais j'utilise Coinbase et je suis assez satisfait honnêtement du service client quand j'ai besoin de quelque chose, ils sont réactifs. Après, si vous êtes un peu plus débrouillard, il y a des plateformes comme Kraken ou Binance et qui sont des plateformes qui peuvent vous donner une entière satisfaction et les frais sont très peu élevés. De toute façon, je vous mettrai en description un lien avec la liste des plateformes via lesquelles vous pouvez acheter des crypto-monnaies. Ma recommandation personnellement, c'est vraiment prenez le temps de regarder toutes les plateformes. Regardez aussi les monnaies qui sont listées sur ces plateformes parce que parfois vous avez des plateformes sur lesquelles vous ne pouvez pas acheter certaines crypto-monnaies.
Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de faire ça sérieusement, de se poser, regarder ce qui existe sur le marché, faire son choix en bonne intelligence et ensuite investir si on le souhaite. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a permis de comprendre ce que représentait le Bitcoin et à quoi il servait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.